manque de créativité offensive. Ouais, des équipes faibles notamment. Parce qu'on en revient encore à cette fameuse Orlando, comme quoi elle m'a donné deux, trois idées. C'est vrai qu'en comparant ce que je voyais dans les matchs d'Orlando par rapport à ce que je peux voir sur le basket international, puisqu'on était sur la fenêtre internationale, je me suis quand même rendu compte qu'on avait une différence d'approche sur les attaques. Et je me suis demandé si cette envie, alors Orlando, hein, pour vous préciser un petit peu, ceux qui ne regardent pas souvent jouer à Orlando, bon, moi je les ai pas mal regardés cette saison, je me suis regardé quelques matchs. Globalement, le plan, c'est on défend fort. Et en attaque, c'est on relance un peu vite. On essaye de voir s'il y a une création possible sur les 10 premières secondes. S'il n'y en a pas, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même à peu près systématiquement sur du pick and roll. Et en fait, la question, tu peux envoyer le premier Ouais. visuel si tu veux. La question que je me posais, c'est pourquoi ces équipes-là font systématiquement du pick and roll? Pourquoi ces équipes nulles? Déjà, est-ce que ces équipes qui sont pas très bonnes font systématiquement du pick and roll? Et est-ce qu'on a un peu une corrélation entre être efficace offensivement et beaucoup servir du pick and roll? Alors du coup, je suis allé un petit peu chercher là dans les différentes stats sur nos sites qu'on connaît tous, ce que ça pouvait donner. Donc j'ai pris les 10 équipes qui utilisent le plus le pick. Alors c'est le pick pour être précis, hein, c'est le pick avec shoot par le porteur. Et j'ai été un peu étonné de voir certaines équipes. Donc Atlanta est premier, pas trop de surprise. Trae Young, Dejounte Murray. Et puis en fait, dans ce groupe des 10 équipes, j'ai essayé de le comparer avec leur offensive rating. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les équipes qui pratiquent beaucoup le pick and roll n'ont pas un offensive rating qui est spécialement pertinent, dans les mêmes qui sont en fait assez basses. Et en fait, la moyenne sur ces 10 équipes-là est même assez basse. Et on retrouve certaines équipes où on se demande un peu pourquoi elles pratiquent autant le pick and roll. Quand on est sur Atlanta, je comprends. On a des gens de Murray, Trae Young, ok, on fait beaucoup de pick and roll, pourquoi pas. Quand on est Cleveland, je comprends. Darius Garland, Donovan Mitchell, pourquoi pas. Les OKC, je peux comprendre. SGA, même si SGA c'est plus un joueur d'ISO, mais pourquoi pas. Memphis, allez, Ja Morant, pourquoi pas. Portland, allez, pourquoi pas. Enfin bon, là-dedans, il y a quand même deux trois équipes qui foutent là, quoi. Chicago, je vois pas trop ce qu'elles foutent avec une utilisation du pick aussi excessive. Détroit, je comprends absolument pas pourquoi Détroit utilise autant le pick and roll. Et puis alors là, on rentre carrément dans le délire total. Houston, même si les fans de Houston trouveront certainement à dire, mais Houston qui utilise autant le pick and roll, je ne comprends pas, avec un offensive rating qui est super bas. Charlotte, c'est pareil. Et Orlando, c'est pareil. Et là, en fait, moi, j'aimerais quand même que ces équipes-là soient un petit peu plus créatives. Parce que le pick and roll, c'est quand même pas la seule possibilité aujourd'hui en NBA. Et je me demande pourquoi ces équipes-là pratiquent autant le pick and roll en fait. À un moment donné, il y a quand même d'autres possibilités évidemment dans le basket. Et je me demande si ça peut permettre d'aller assez loin. Je suis quand même allé regarder un petit peu la fréquence d'utilisation du pick sur les derniers finalistes de conférence. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas trop de corrélation. C'est-à-dire, on n'est pas, voire c'est même plutôt l'inverse. Les équipes qui vont loin en playoff, elles n'utilisent pas tant le pick que ça. Si on prend cette année, Miami était 15e, les Lakers étaient 16e, Boston était 20e, Denver 29e. Donc on peut se dire, on essaye d'apprendre à jouer correctement le pick and roll alterne pour gagner. Or, ça se confirme pas trop. L'année dernière, on avait la petite exception avec Dallas, on la voit sûrement à Doncic, mais Boston 19e, Miami 21e, les Warriors 29e. Donc je comprends pas. Euh, pour pouvoir jouer correctement du pick, il faut un fort porteur. Là, sur ces 5 équipes, bah, on le voit pas trop. Il faut des bons shooters sur ces 5 équipes. On le voit pas trop. Donc, une fois de plus, je me pose un peu la question. Et en fait, la conclusion à laquelle arriver, c'est je me demande si on n'a pas encore en NBA cette croyance que tout passe d'abord par la défense et que pour gagner à terme, tout passe par la défense, quitte à en oublier un petit peu, oublier un peu l'attaque. Et mine de rien, j'ai l'impression que Détroit a essayé de construire un peu cette logique. Orlando, ils sont complètement là-dedans. Houston et Charlotte, c'est plus difficile à défendre. Chicago également, mais je me suis dit que peut-être c'était ça. Je voulais aussi avoir votre avis. Pourquoi, à votre avis, ces équipes utilisent autant le pick and roll? Mais je trouve ça. C'est forcément un choix des coachs. C'est forcément un choix des coachs parce qu'aujourd'hui, on peut avoir absolument tout ce qu'on veut en NBA en termes d'assistant coach. Donc on peut être créatif sur l'utilisation de l'attaque. Et on aura un premier échange, mais après on va avoir un exemple qui est tout à fait parlant. Mais je comprends pas pourquoi ces équipes utilisent autant le pick and roll. J'ai l'impression qu'on est face à des coachs qui en ont, je vais être vulgaire, mais un peu rien à foutre, quoi.
Alors, je pense que le pick and roll, ça peut être un prétexte, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Mais j'ai quand même l'impression que c'est la base de n'importe quelle attaque en NBA depuis assez longtemps. Et en fait, je ne sais pas si ça me gêne de ou pas. Parce que les équipes finalement sont assez médiocres dans le domaine. Peu Euh, importe le J'ai ton type son de qui play coupe qu'elle un peu, pratiquerait. Jérémy. Dans la liste qu'on a là, il y a Houston qui n'arrive pas à se trouver en attaque, Charlotte qui a été privée de l'essentiel de ses secteurs offensifs toute la saison. Idem pour Détroit. Il y a que Chicago qui fait une exception parce qu'ils avaient Zach DeRozan. Je pense que le pick and roll, en fait, c'est la base du play en NBA et que ça marche quand tu as des créateurs de haut vol. Il y a quelques années, on faisait un petit Mais peu le ces même. équipes n'en ont pas. Ces équipes-là n'en Pardon? ont pas. Ces équipes-là n'en ont pas. Des Oui, créateurs de mais haut vol alors sur le voilà, pic. c'est ça. Mais du coup, on a fait même pratiquer d'isolation à la fin des années 10. Et je me demande s'il n'y a pas un peu une force de dépit. En fait, tu seras médiocre dans tous les cas. Et le seul moyen pour ces équipes-là, je pense, d'être dans des offensive ratings plus élevés, ce serait de pratiquer, tu sais, des attaques très débridées gun, qui, je pense, sont pas nécessairement idéales pour les rosters et pas forcément super aussi pour développer quelque chose sur le long terme. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça, il y a un peu cette obligation d'essayer d'apprendre le jeu. Et puis, quand t'as pas les joueurs en fait, pour avoir un bon offensive rating, je me demande même si c'est en fait, si c'est possible aujourd'hui en NBA pour une équipe par exemple comme Détroit l'année dernière, quoi qu'elle fasse, d'arriver à se mettre au niveau de comme là dans les Cavs. Je pense qu'il y a un peu de dépit. Puis il y a un autre truc, c'est que bah, c'est pas forcément des équipes qui ont des coachs qui sont très bons offensivement. Houston, Stephen Silas a pris la porte. À Charlotte, on a un coach qui sort lui-même, qui a été viré il y a 2 ans. Orlando, on est sur une première expérience qui est pas connue pour sa créativité. Donc je me dis qu'il n'est pas forcément taillé pour faire ça, quoi. Je vous laisse un peu faire le tour. Ouais, Jérém, tu bugs Moi, beaucoup ouais, par contre. Ah, pardon. Mais, moi j'ai Ouais. ma petite théorie. Juste, À pardon, part pour. juste Jérémy, est-ce Vas-y, que vas-y, tu peux vas-y. checker la conversation pour les paramètres Discord? Je pense qu'il y a un ou deux trucs. Mais voilà, c'est juste ça. Pas les problèmes. Ce que je disais, du coup, ouais, ce que je disais, c'est que, en fait, pour moi, à part Chicago, mais bon, Chicago, tu sais pas trop ce qu'ils essayent de faire dans tous les cas, donc en fait, ça me choque même pas, vu que c'est des mecs qui sont capables de signer Vucevic sur 3 ans en 2023. Mais les autres équipes Détroit, Houston, Charlotte et Orlando, pour moi, s'ils utilisent autant ça, c'est parce que c'est un play qui est simple comme la mort, qui est le play type le moins efficace au point par possession de la NBA. Et, euh, et voilà, en fait, pour moi, c'est juste des équipes, comme l'a dit Garincha, mais c'était un peu le point que je voulais mettre en avant. Pour moi, c'est des équipes nulles qui veulent rester nulles, et c'est le play type le moins efficace, qui demande le moins de créativité, qui permet quand même souvent de mettre le ballon dans la star, de mettre le ballon dans la main de ta star, et du coup, au moins de lui faire peut-être un peu prendre confiance et de générer de l'attaque rapidement, mais sans efficacité. Et c'est le play type le moins efficace de la ligue. Donc retrouver des équipes qui sont nulles là-dedans et qu'on attend qu'elles soient nulles, en fait, ça me choque qu'à moitié. Ça aurait été l'utilisation du pick and roll ball handler plus rim runner. J'aurais peut-être été un peu plus surpris parce que le côté rim runner est vachement plus efficace. C'est plus, enfin, c'est plus 20%, plus 30% d'efficacité. Mais le pick and roll ball handler en tant que finisseur, c'est un play type où il n'y a qu'une seule équipe qui est au-dessus d'un point par possession, c'est Dallas. Sinon, c'est un play type qui est pas efficace, qui est même moins efficace que l'isolation. Donc retrouver ça chez des équipes qui sont nulles et qu'on attend qu'elles soient nulles, ça me choque moins en tout cas. Mais peut-être que c'est ça qui t'énerve justement, c'est qu'en Oui, fait elles essayent même pas quoi. exactement. En fait, c'est. Quentin, je te laisse parler, je reprendrai après. Il y a Guillaume qui disait dans le chat aussi tout à l'heure, les PNR c'est comme le 3 points, c'est surtout par dépit que certains le surutilisent, parce qu'avoir des top coachs ou des top créateurs d'attaque ça coûte très cher, donc quand tu n'as pas de talent tu fais le PNR parce que tu ne peux pas reproduire le style Denver, Golden State, Milwaukee et les autres.
Alors, Et je sur. suis assez d'accord avec ce qui a Pardon. été dit par Jérémy et Azad. J'ai pas grand chose à rajouter. Alors effectivement, Azad, comme tu dis, c'est ce qui m'énerve. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des coachs qui tentent pas des choses. Or, même sur des niveaux un peu plus faibles, il y a des choses quand même qui sont tentées. Moi, ce que je me demande, c'est si on n'est pas. Enfin, je regarde un peu le détail des coachs là qui sont en place, mais sur un peu cette vieille école, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vouloir absolument privilégier la défense, que c'est dur de tout focaliser. Privilégier la défense pour d'abord construire des défenses fortes. Sur la question des coachs, moi je suis pas trop d'accord. Je veux dire, aujourd'hui en NBA, on peut tellement de cerveaux différents. On peut trouver dans un staff des gens qui sont compétents en attaque. Après, il y a peut-être une question d'ego des coachs quand même, qui choisissent au bout d'un moment de plutôt imposer quelque chose qu'écouter peut-être l'assistant coach offensif qui peut proposer autre chose. Mais effectivement, moi c'est quelque chose qui me frustre énormément. Et je peux ajouter que quand tu regardes le basket international, par exemple, qui est quand même à un bon niveau. Je pense qu'on peut dire que le basket de plus haut niveau après la NBA, c'est le basket FIBA. J'entends international, j'entends pas forcément l'Euroleague, qui n'est pas de la FIBA pour le coup. On a des formes d'attaque qui fonctionnent avec des joueurs qui sont pas forcément beaucoup plus talentueux, bon, que Détroit, oui, mais que Orlando ou que Houston, probablement même moins, et qui arrivent quand même à trouver une certaine efficacité offensive en jouant un basket différent. Et je trouve ça extrêmement dommage que ces équipes-là ne le fassent pas. En témoigne par exemple l'Australie, qui a ce jeu qui est un peu connu et qui tourne pas trop autour du pic. Et quand même pour dire que c'est pas une fatalité, parce que j'ai vu passer les messages Guillaume dans le chat disant qu'on peut pas être Denver, on peut pas être Golden State aussi facilement. Moi je pense qu'il faut pas se dire que c'est une fatalité, pardon. Quentin, je veux bien que tu mettes le deuxième visuel. Et je vous ai pris une équipe en exemple. C'est peut-être un peu triché de prendre cette équipe-là parce qu'elle est un peu facile à prendre. Mais une équipe qui était l'année dernière 13e de la conférence Ouest et qui cette année était en playoff et qui a dû faire 3e, si je dis pas de bêtises. C'est Sacramento qui, pour le coup, a choisi de fonctionner différemment. Alors, Guillaume va nous dire pourquoi ça marche pas, mais quand même, on était sur une équipe qui était la 4e qui utilisait le plus le pick and roll en 2021-2022, avec un offensive rating 24e, avec des ajustements. Ils sont passés à la 30e équipe qui l'utilise le plus, en passant premier à l'offensive rating. Et les plays qui ont augmenté, c'est le end-off, qu'on a beaucoup utilisé. C'est le cas de Sabonis, je suis d'accord. Enfin bon, c'est pas le seul type de play qui a augmenté. On a beaucoup augmenté la transition. Je suis pas sûr que ce soit Sabonis. Et également la cut, effectivement, c'est Sabonis. Donc effectivement, ces équipes-là n'ont pas tous Sabonis. Mais moi, je pense que c'est un peu au-delà de l'ajout d'un joueur. Je pense que c'est aussi un peu une question de conviction pour une équipe. L'exemple de N5 est excellent. Effectivement, on peut prendre l'exemple de Sengun à Houston, qui est un passeur tout à fait capable. Et on peut être très créatif en attaque. Je veux dire, on n'est pas obligé de se dire oui, ok, c'est parce qu'il y a Sabonis, donc du coup, ils ont fait moins de pick and roll. Mais on peut quand même avoir une certaine créativité en attaque avec d'autres joueurs. Typiquement, quand je prends Orlando, il me semble qu'il y a des qualités dans l'effectif qui pourraient permettre de faire autre chose que autant de pick and roll. Oui, Sengun n'est pas utilisé comme ça, mais ce que je dis, c'est qu'il le pourrait. Je dis qu'il le pourrait. Voilà, oui, mais j'entends, oui, ça n'a pas été le cas, mais moi je dis qu'il pourrait. Et que ce serait intéressant qu'il le fasse. N'hésitez pas les autres à réagir, hein, c'est pas une discussion très de mémoire. On entend mieux. Ouais, c'est on entend toujours mieux. la catastrophe. Ok. Ouais, non, mais en fait, une question de coach, quoi. Et on donnait l'exemple tout à l'heure de James Borrego à Charlotte qui tentait des choses, même si l'équipe n'était pas calibrée pour. Mais dans la liste que tu donnais tout à l'heure, finalement, je trouve que l'exemple le plus parlant, c'est peut-être celui des Bulls, parce que eux, pour le coup, ils sont armés pour jouer plein de types d'attaques, notamment parce qu'ils ont des joueurs qui sont très bons sur pick and roll, mais qu'ils ont aussi Vucevic, qui normalement est un joueur capable sur du end-off et qui pourrait vraiment pratiquer plein de jeux différents. Et pourtant, ils s'entêtent à jouer beaucoup de pick and roll et d'isolation, et visiblement, ça ne marche pas. Après, il y a des équipes qui sont beaucoup plus faibles par nature, et je pense que malheureusement, même avec des bons coachs, le Détroit de l'année dernière, tu ne pouvais pas en tirer grand-chose. Donc, je pense qu'il y a une question de médiocrité, mais si on regarde les coachs qui sont à la tête de ces équipes-là, ben, en fait, on n'est pas vraiment surpris, quoi. On n'est pas vraiment surpris. Dwayne Casey, par exemple, qui est à la tête de Détroit, quand bien même il avait une bonne équipe, ça n'a jamais été très créatif offensivement. Et la seule saison où on a vu
On a vu Toronto changer de jeu, mais en fait, il a été élu coach de l'année et il a été viré en tant que coach de l'année et Nick Nurse a pris sa place et en fait, c'était exactement le jeu prôné par Nick Nurse. Donc, est-ce que quand tu as ce mec-là à la tête d'une équipe et que c'est lui qui choisit ses assistants, est-ce que tu mets la franchise dans les conditions pour réussir, quoi? Mhm. Et j'ai un doute, franchement. Et je pense pas que ce soit la volonté, d'ailleurs, de réussir très vite, quoi. D'accord. Moi, l'action que je me posais, c'est comment tu crées des habitudes pour le long terme, tu vois, parce que c'est des joueurs que tu vas quand même avoir pendant un bon moment. Mm. Oui, j'entends, c'est sûr, vous avez raison, il y a cet argument de dire ces équipes-là, finalement, elles n'ont pas forcément envie de réussir tout de suite, pas Ouais. trop d'intérêt de développer quelque chose tout de Mais suite. les Ouais, Bulls, pourquoi c'est pas. bizarre, ouais. Les Bulls, c'est bizarre parce que. Mais ça va avec tout ce que les Bulls font depuis, depuis quand, en fait? 10 Depuis ans. même. Parce que même ouais, depuis qu'il y a le Butler, Wade, Rondo, là, genre, Pogazol. Qu'est-ce que. Genre, oui, enfin, tu vois, ça correspond exactement à ce genre d'idée farfelue. Et genre, bah, du Vucevic ou alors du Lavine DeRozan. Et tous ces trucs-là qui continuent d'enchaîner. Et en fait, ouais, le côté Bulls, c'est vraiment le plus. Un peu enfin, je trouve que c'est le cas qui est vraiment intéressant parce que tu peux faire autre chose. Et pourquoi d'ailleurs tu t'obstines à faire ça alors que tu es censé vouloir au moins aller gratter une place en playoff et tu t'obstines à forcer sur le play type le moins efficace de la ligue. Et par contre, chez les autres, pour moi, c'est le problème est ailleurs et c'est un problème à la limite. Si t'as enfin, si on a un problème avec tu vois, les équipes qui tankent et qui font exprès de perdre, mais encore une fois, ça c'est, enfin, se battre contre le tanking, pour moi, c'est un peu comme se battre contre l'équité ou pour l'équité sportive. C'est un peu des combats perdus d'avance où il faut, genre, je sais pas, c'est un peu ton cousin idiot, genre, enfin, il est là, et tu vas pas le tuer, quoi, donc bah tu le gardes, et c'est un truc sur lequel bah t'es un peu obligé d'avoir, et ça fait partie un petit peu aussi de la structure de la ligue et de ses aléas, quoi. Mais ça me choque moins pour les autres équipes, ça me choque beaucoup plus pour les Bulls, quoi. Et dans l'idée d'avoir un peu cette stratégie quasiment de manière volontaire, je trouve que Houston, cette saison, va être intéressant parce qu'on a l'impression que maintenant qu'ils ont accumulé, selon eux, bah, ils font partir Silas et ils font venir Imeka et ils prennent des vétérans et cap direct après. Et s'il n'y a pas un peu une volonté de maintenir des fois des joueurs de médiocrité. Parce que Silas, en fait, on l'a vu dès la première saison que pourtant il a plus à la tête des Rockets, quoi. Alors, Jérém, désolé, tu bugs encore un peu. Merde. Essaie de déconnecter, reconnecter. Mais Après, juste pour compléter un peu par rapport à ce que disait Guillaume sur l'alternative avec le big qui est fort passeur, c'est pas, enfin, je n'ai pas la prétention d'apprendre quelque chose aux gens, mais il y a pas deux alternatives dans le basket, hein. C'est pas soit du pick and roll, soit mon grand qui crée. Il me semble que par exemple une équipe, moi Orlando, je trouve que c'est un bon exemple, hein. Moi, je trouve qu'Orlando, effectivement, le meilleur exemple, c'est Chicago. Mais Orlando, je trouve que c'est un bon exemple avec une équipe, même si les shooters sont encore un petit peu en phase de stabilisation, on va dire, de leur shoot. Il y a la possibilité de quand même faire des choses. Ils ont essayé de recruter des shooters. Ils essaient encore un peu aujourd'hui. On a quelqu'un comme Paolo Banchero qui a clairement le pick and roll, c'est pas son point fort, mais qui est capable de scorer d'autres façons. Il y a Wagner. Il y a la question de la pace, hein, aussi, parce qu'on a pris l'exemple juste avant de Sacramento. Sacramento, le principal changement, c'était quand même la vitesse de jeu et l'utilisation de la transition. Enfin, évidemment, je comprends l'idée de se dire que tout ça dépend des joueurs que tu as. Les équipes qu'on a présentées sont quand même des équipes jeunes, donc c'est des joueurs qui ne sont pas forcément finis. Je crois quand même que le coach peut avoir envie de formater un petit peu des joueurs comme il pourrait avoir envie de les formater, peut-être sur autre chose que du pick and roll, même si évidemment ils vont pas tous devenir Jokic ou Sengun. Mais voilà, l'alternative au pick and roll, c'est pas que la création via ton big. Mais bien sûr, c'est un système entier, mais je suis tout à fait d'accord, mais c'est bien ça que j'aimerais. C'est bien ça que j'aimerais. parce qu'après, Guillaume, tu parles du système de Miami, mais Miami a quand même beaucoup fonctionné avec des systèmes similaires, avec des joueurs bons et des Ouais, joueurs moins bons. très vrai. En 2017, je crois, ils spamment les end-off avec Whiteside et Ellington parce que ça marche.
Et il fait pareil 3 ans après avec Bam et Robinson. Et il y a plein de principes de jeu qui sont restés les mêmes, que ce soit avec une bonne équipe ou une mauvaise équipe. Et avec ce qu'on a maintenant, enfin ce que les coachs ont maintenant à leur disposition, il y a quand même, je pense, une possibilité d'être plus créatif en utilisant, par exemple, tu peux utiliser très bien, plutôt que d'avoir un big en hub passeur, tu peux très bien utiliser un arrière ou peu importe ton meilleur passeur en fait. Miami l'a fait aussi avec Lowry sur l'elbow ou un peu à 45 degrés à mi-distance, en utilisant Lowry un peu pas en hub, mais à cette position-là et avec plein de mouvements off-ball. Et ça, c'est possible en utilisant ton meilleur passeur enfin, à ce poste-là et après en jouant avec tes écrans, avec tes shooters, avec tes joueurs qui cut. Après, c'est vrai que Lowry, c'est la légende. Mais t'as quand même. Enfin, par exemple, à Détroit, bon, l'année dernière, il a quasiment pas joué, mais tu peux peut-être faire ça avec Kate Cunningham plutôt que de le faire spammer les pick and roll avec Duren. Sauf que Cunningham est grand, donc en plus, il a cet avantage-là de mieux voir le terrain là-dessus, quoi. Tu peux aussi ajouter que dans la construction d'une équipe, il y a effectivement la construction du roster avec les joueurs. Alors après, Jérém, tu as raison, hein. Est-ce que ces coachs ont vocation à rester longtemps? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un peu des passoires le temps que l'équipe se construise et que les pics s'enfilent et qu'on puisse avoir un gros roster? C'est vrai que c'est peut-être une question, mais il me semble que dans la création d'une équipe qui, à terme, doit faire quelque chose, les joueurs, c'est important. Le fond de jeu, c'est important aussi à la fin. Et c'est pour ça que je prenais les 8 derniers de conférence pour montrer que bah, on se rend compte qu'à la fin, c'est pas ces équipes-là qui vont loin. C'est pas les équipes qui utilisent beaucoup le pick and roll qui vont loin. À part voilà, Dallas qui a fait 8ème, sinon on est jamais mieux que 15ème dans l'utilisation du pick and roll. Donc voilà, je trouve que c'est un peu un non-sens. J'aime bien l'explication de se dire que c'est un peu des passoires qui sont là de façon pour se faire virer. C'est peut-être ça. C'est peut-être la seule explication logique. L'autre explication que je me disais, c'est que tu peux pas tout focus quand tu entraînes une équipe, surtout en NBA avec le calendrier qui est chargé, avec la difficulté d'avoir des entraînements. Et que je me disais que peut-être c'est des coachs qui sont un peu dans une vision passive de se dire à la fin, ce qui te fait gagner, c'est la défense, c'est pas l'attaque. Typiquement, Orlando, on est sur un coach qui est quand même là, qui entame sa 3e année, ça fait rien de ma part. Donc peut-être, je me dis qu'il est beaucoup là-dedans, dans l'idée de construire une équipe avec une forte défense et que ça fait aller loin plus tard. Moi, est-ce que ce truc-là est encore vrai? J'en suis pas sûr. Mais voilà. C'est un sujet que je trouvais intéressant et j'aimerais bien encore un peu plus comprendre, mais j'aimerais bien que ça bouge quand même. Quand on parlait des coachs, moi, l'argument des coachs, je l'aime pas trop quand même, parce que si des nations comme même la France hein, cette année, comme l'Australie, arrivent à créer du jeu offensif, on peut pas me dire que les coaching staff de ce niveau-là sont pas capables d'être des coaching staff NBA, même de Houston ou de Détroit. Ouais, et Ça, puis j'y même crois pas trop. avec tous les outils à disposition sur Internet, Ouais. enfin, il y a tellement de trucs à disposition que bon, tu peux quand même. Tu peux quand même faire des trucs, quoi, sans même être particulièrement efficace. Hein, enfin, t'es pas obligé d'être efficace pour avoir une attaque qui est quand même diversifiée et créative, quoi. Bon, l'efficacité, c'est encore autre chose après. Oui, d'accord. Ouais, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Pour gérer mes parties, apparemment. Et Azad, je sais pas si t'as un truc à rajouter. Moi, je pense qu'il y a clairement un problème d'attente qu'on a des équipes qui sont nulles. Et ça me choque, ouais, ça me choque pas trop. Après, Orlando, c'est une équipe qui cherche un peu offensivement. Et par contre, comme tu l'as bien souligné, il y a cette idée qu'elles ont voulu, l'équipe d'Orlando en particulier, elle a vraiment essayé de créer une culture, en tout cas, enfin, pas une culture, faut que j'arrête de dire ce mot, que j'ai entendu trop de fans du 8 parler de culture, Tu veux que ça je te m'a parle de mobilisé. culture, Azad? Non, mais en tout cas, ils essaient d'instiguer plutôt un mindset défensif du côté, en tout cas, une tactique, une stratégie défensive du côté d'Orlando. Et c'est vrai que leur équipe de côté offensif se cherche beaucoup, mais ils sont beaucoup cherchés pour beaucoup de raisons. Déjà, bah, ils ont voulu au début beaucoup responsabiliser Banchero, qui est un scoreur très inefficace et qui a, malgré une efficacité presque enfin, assez démentielle, arrive à marquer 20 points par match et dire à quel point
est utilisé, quoi. Du coup, il y a ça qui est très pénalisant. Tu as des profils assez particuliers avec Wagner. Tu as un Fools qui est revenu à un moment donné. Du coup, bah forcément, il y a eu plus d'utilisation aussi du ball handler sur les pick and roll. Donc je pense qu'il y a un côté assez à prendre dans le contexte pour Orlando. C'est une équipe qui cherche offensivement, qui sait d'abord tout prouver défensivement. Je pense que c'est une équipe qu'on verra potentiellement disparaître du visuel qu'on avait regardé. Mais clairement, je suis pas surpris de voir des équipes nulles là-dedans ou des équipes avec un meneur on-ball très dominant. C'est juste bah, les Bulls, mais après les Bulls, c'est pas la première fois qu'ils nous surprennent un peu de mauvaise manière, quoi. Donc voilà, ça me choque moins, je pense. Mais ça, je comprends l'énervement que ça peut créer de voir des équipes nulles s'entêter à faire des trucs qui marchent pas. Très belle vanne Oui, de oui, parce que G. le sujet, c'était bien, pas tant est-ce qu'il est logique ou pas qu'on retrouve ces équipes-là là-dedans. Le sujet, c'est plutôt un peu ce dogme du pick and roll, notamment chez ces équipes en construction, en fait. Hein. Je note une très belle vanne de Jedi et Padawan dans le chat. Pourquoi il est particulier, Wagner? T'aimes pas son rythme? Voilà. Putain, mais C'est il une est très trop bonne fort, vanne. ce C'est une mec. très bonne vanne. Très bon, très bon.